Bonjour et bienvenue sur Projet Libre, le podcast de linuxfr.org, où l'on parle de logiciels libres, de communs numériques et de données ouvertes. Aujourd'hui, je suis très content parce qu'on va parler d'un sujet, on va parler de l'analyse des conditions générales des grandes plateformes. Pour ce faire, on va introduire un projet qui s'appelle Open Terms Archive. J'ai avec grand plaisir deux personnes avec moi qui vont nous parler d'Open Terms Archive. J'ai Sydney Wheeler qui est responsable des partenariats d'Open Terms Archive et Matti Schneider qui est directeur d'Open Terms Archive. Eh bien, pour commencer, comme d'habitude, je vais vous demander de vous présenter, de m'expliquer qui vous êtes et comment est-ce que vous avez découvert les communs numériques, peut-être le logiciel libre, et quel est votre rôle aussi dans Open Terms Archive. Sydney, je te laisse la parole. Est-ce que tu veux bien commencer, s'il te plaît? Oui, donc j'ai un parcours, comme on aime beaucoup dire, un peu atypique par rapport au secteur des communs numériques. Moi, j'ai commencé ma carrière plutôt dans le monde des ONG. Donc, j'ai travaillé avec Handicap International, une association qui s'appelle Ellen Keller International aussi, pendant plusieurs années. Avant de me mettre à mon compte, enfin, j'avais quand même connaissance des communs numériques, mais un peu de loin. Et c'est plutôt par le biais de BetaGouv que j'ai découvert vraiment le sujet des logiciels open source, enfin les logiciels libres et les commandes numériques. Donc via une première mission sur un projet qui s'appelle Zéro logement vacant quand j'ai débuté mon activité d'indépendante. Donc c'était en 2022 il me semble. Et du coup après cette mission, ça m'a ouvert un peu au monde du développement numérique, du service public numérique et des sujets comme la civic tech, etc. Et j'ai découvert Open Times Archive. Ça devait être en octobre 2024 quand j'ai vu justement une offre de mission au sein de l'équipe sur le déploiement du produit. Et toi, Matti? Bonjour, donc Matti Schneider. Je travaille sur les communs numériques et le logiciel libre depuis un certain temps. J'ai toujours cherché la rencontre entre mon objectif d'impact dans la société, pour avoir plus de justice sociale, plus de liens, plus de connectivité, je dirais, entre les humains, et ce que j'ai en main comme carte, et en particulier la capacité à construire du logiciel et à animer des équipes. Donc j'ai commencé à travailler avec les communs numériques avant même que le terme se répande, en créant une première startup à impact social, avec pour objectif de réduire l'empreinte carbone des campus universitaires, et en s'appuyant sur un truc qui émergeait un peu à l'époque, qui était OpenStreetMap, et la création de wiki autour de ça. Donc en fait, assembler plusieurs briques qui aujourd'hui effectivement me semble tout à fait logique, de s'appuyer sur des communs numériques pour ce genre d'objectifs, mais qui était une démarche franchement assez bourgeonnante à l'époque, et je pourrais pas dire qu'elle était totalement pensée, même du côté de l'équipe. Voilà, mais finalement c'est cette approche-là que j'ai retenue dans tous les postes que j'ai pu prendre par la suite, notamment en travaillant effectivement au sein de l'État français et puis d'autres États par la suite. Sydney a mentionné notamment BetaGouv, donc l'incubateur de start-up d'État de l'État français, que j'ai donc cofondé en 2014, et au sein duquel on a pu construire plusieurs logiciels libres, également du coup certains qui ont pu émerger et se diriger vers des communs numériques. Et en particulier, j'ai écrit un livre blanc sur les communs numériques en 2017, sur la fin de mon travail au sein de la DINUM, et donc qui a pu donner un peu un axe de lecture des possibilités de création de communs numériques au sein de la puissance publique et en lien avec la puissance publique. J'ai ensuite mené plusieurs missions avec différents gouvernements dans le monde, et je suis revenu en France en 2018-2019. J'ai travaillé sur les sujets de manipulation de l'information au sein du ministère des Affaires étrangères. Et après 1 an et demi de tentatives dans tous les sens de voir ce qu'on pouvait faire, et notamment avec beaucoup d'espoir sur ce qu'il était possible d'accomplir avec la seconde puissance diplomatique mondiale, on a quand même été obligé de conclure que finalement, aucun État, aussi puissant soit-il, ne pouvait influencer seul l'écosystème du numérique, notamment celui des big tech. Et donc, je suis revenu sur ce que je sais à peu près faire, c'est-à-dire créer des ressources numériques avec une gouvernance ouverte pour créer des coalitions larges. Et c'est comme ça qu'est né Open Terms Archive. Ce qu'on a fondé à ce moment-là, c'était effectivement un outil technique, j'imagine qu'on va le décrire un peu plus, mais aussi et surtout la capacité à fédérer des acteurs autour d'une ressource numérique. Voilà, donc aujourd'hui, effectivement, je suis directeur d'Open Terms Archive parce que c'est pratique d'avoir une carte de visite où il y a un mot comme directeur qui est écrit, parce qu'on a beaucoup de partenaires pour qui c'est important d'avoir quelque chose qui ressemble à une structure un peu classique.
Mais bon, soyons honnêtes, quand on est une toute petite équipe, tout le monde a toutes les casquettes et ce qui compte, c'est ce qu'on fait et pas vraiment, le titre, sauf quand on cherche à avoir des partenariats institutionnels. OK, on va revenir après un peu après sur la genèse, ça m'intéresse pas mal qu'on en parle, mais dans un premier temps, j'aimerais que vous introduisiez, que vous expliquiez aux auditrices et aux auditeurs qu'est-ce qu'Open Terms Archive? Qu'est-ce que ce projet et à quoi il sert et quelles sont ses principales fonctionnalités? Oui, donc Open Terms Archive, c'est un commun numérique qui enregistre publiquement chaque version des documents contractuels des plateformes numériques et qui notifie des changements effectués à ces documents. Donc ça, c'est la présentation un peu technique, mais en langage un peu plus simple, en fait, Open Terms Archive va permettre de suivre tous ces changements qui sont effectués aux documents comme les conditions générales d'utilisation, les politiques de confidentialité, etc., d'avoir des notifications sur ces changements. Il y a la possibilité du coup de regarder les changements sous forme de diff. Donc on voit d'un côté le texte original et de l'autre côté la nouvelle version du document. Donc ça évite d'avoir besoin de lire le document en entier pour comprendre le changement effectué. Et on va notamment enregistrer chaque version. Donc on peut aller regarder dans l'historique quel était l'état de ce document à telle date et le comparer éventuellement à la version d'aujourd'hui. OK. Mathis, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le sujet ou pas? Non, bah, je pense qu'il a très bien expliqué. Après, présenter comme ça donne toujours l'espoir et l'impression qu'on va pouvoir s'en servir individuellement. Et c'est vrai, hein. Je pense il y a un intérêt potentiel à accéder à ces énormes documents qu'on n'a pas lus et on a coché la case en disant qu'on les avait lus. Mais bon, soyons honnêtes, le fait d'en avoir une version enregistrée à un autre endroit va pas donner plus envie de le lire. Donc, en créant cet outil et cette base de données et tout cet écosystème, finalement, on a quand même conscience que c'est pas la collecte des documents en tant que tel qui va permettre aux individus de rééquilibrer le rapport de force qui existe aujourd'hui. On est toujours soumis à ces règles-là. Le fait de les rendre lisibles ne nous en exonère pas. Donc, il faut bien comprendre que l'intention derrière Open Terms Archive, c'est avant tout d'outiller les acteurs qui, eux, ont une capacité d'influence sur les grandes plateformes. Quand on a mis en place Open Terms Archive, j'ai vraiment réuni mon équipe à l'époque, on a fait la liste des acteurs qui sont en capacité de temps en temps de gagner des victoires face aux big tech. Et on en a conclu que il y avait 4 grands types d'acteurs. Il y avait les régulateurs qui peuvent infliger des amendes qui se comptent en millions ou en milliards d'euros. Et là, effectivement, ça fait bouger le comportement. C'est comme ça qu'on a réussi à avoir le choix des navigateurs dans les systèmes d'exploitation, par exemple. Un autre acteur, c'est le législateur, parce que le RGPD, bon, on aime bien le réduire aux cookie walls, aux murs de consentement, etc. Mais ça, c'est aussi une manière de réduire la portée de ce texte qui a beaucoup, beaucoup d'importance. Il a quand même changé beaucoup de comportements. Et je pense qu'il faut justement se tenir à l'écart de cette propagande qui consisterait à le trivialiser et à croire que c'est juste une emmerde supplémentaire à cocher oui ou non. Donc le législateur, ça met longtemps, ça met des années et des années avant de sortir un texte, mais quand il y en a un qui sort, en fait, ça change quelque chose. Pourquoi? Bah parce qu'il y a quelqu'un qui risque d'aller en tôle, et ça fait réfléchir un peu plus les grosses boîtes. Également, du coup, un autre acteur, c'est les associations de protection des consommateurs. Et en fait, c'est elles en tant que telles, mais c'est avant tout cette capacité qu'elles ont à activer le système judiciaire. Là encore, parce qu'il y a des pénalités qui sont sérieuses, avec potentiellement des pratiques qui vont être interdites, des responsabilités pénales, ce genre de choses. Et enfin, les médias, la presse et médias. Alors, bon, je veux dire, je pense pas que sur le fond, on ait besoin de plus de preuves que les big tech et la plupart des grands acteurs monopolistiques sont néfastes. C'est pas une grande découverte. Et de dire, oh là là, vous savez pas quoi, ils vous ont encore une fois de plus arnaqué dans leurs conditions générales d'utilisation. Donc ça change rien. Par contre, une fois de temps en temps, il y a quand même un scandale qui est suffisamment gros pour qu'il y ait une espèce de réaction globale qui va menacer un petit peu la base utilisateur. Voilà, peut-être on se rappelle il y a quelques années de la fusion de données entre WhatsApp et Facebook, par exemple, alors que Meta, enfin Facebook à l'époque, avait promis, juré, craché qu'ils ne le feraient jamais. Bon, au final, ils l'ont fait. Et ce qui était censé passer comme une lettre à la poste, comme un énième changement de condition d'utilisation, a en réalité mené à une forme de réaction. Ça a été clairement entretenu par la visibilité qui a été apportée par la presse et les médias là-dessus. Donc voilà, une fois de temps en temps, il y a quand même de la visibilité qui peut être apportée par ces acteurs-là. Donc, si on fait cette liste, régulateur, législateur, protection des consommateurs et presse et médias, moi, il y a quelques années, du coup, je suis allé interviewer et discuter avec beaucoup de ces gens-là. Et on a conclu qu'il y avait un défaut, enfin un truc qui leur manquait à chaque fois, c'est qu'ils sont globalement nuls en tech, mais qu'ils ont à peu près besoin des mêmes sources de données. Finalement, pour réagir, ils ont d'abord besoin d'être au courant du problème et ils ont besoin de pouvoir l'objectiver.
Si vous voulez aller porter plainte, il vous faut des preuves. Et donc, on s'est retrouvé à discuter avec des gens qui m'expliquent: «J'ai pris des captures d'écran des documents tels qu'ils étaient à ce moment-là pour pouvoir aller porter plainte». En fait, c'est une horreur pour eux, quoi. Et ils se retrouvent des fois 1 an et demi plus tard à devoir aller les récupérer. Donc c'est vraiment de là que c'est parti, c'est comment on peut renforcer la capacité des acteurs qui aujourd'hui peuvent influencer les plateformes et qu'est-ce qu'il y a qu'on peut mutualiser là-dedans. Ça, c'est la première étape et ensuite l'étape suivante, c'est finalement si on est capable de leur fournir ces données-là et qu'on les réunit autour de nous et que du coup nous on leur envoie ces informations, on peut aussi orienter ces réactions et faire en sorte qu'elles soient, communes. Et donc au lieu d'avoir d'un côté le régulateur qui va râler, de l'autre, 3 mois plus tard, l'association de protection des consommateurs et puis, au milieu un petit peu, la presse, qui s'en empare. Finalement, si on réussit à avoir une réaction consolidée, on peut significativement augmenter la puissance de frappe, et avoir une réaction qui est, plus forte que la somme des actions individuelles. C'est ça qu'on a voulu construire avec Open Terms Archive. Donc oui, c'est utilisable par l'utilisateur final qui va pouvoir retrouver ses conditions d'utilisation, mais soyons honnêtes, l'objectif est avant tout d'outiller ceux qui aujourd'hui sont en capacité déjà de faire pression. Là-dessus, ce que j'aimerais savoir, c'est quand tu dis on a parlé à plein de gens et tout, c'était plutôt dans l'écosystème français? Vous avez été au niveau européen? Enfin, en gros, avec qui vous discutez, qui fait que vous en arrivez à cette conclusion que, OK, il nous faut un outil technique pour suivre tous ces changements? Cette recherche-là, elle se fait dans le cadre, d'une incubation au sein du ministère des Affaires étrangères, français. Donc à ce moment-là, je suis, directeur d'innovation auprès de l'ambassadeur pour le numérique et donc finalement, les échanges sont, un peu français, mais beaucoup européens, et même internationaux. Donc c'est très large. Je dirais pas que la conclusion est: «Il faut un outil». La conclusion est: «Il faut faire quelque chose qui dépasse la capacité d'action d'un gouvernement seul, d'un État seul» et moi, ce que je sais faire, ce que je peux apporter, c'est la construction d'un outil numérique. Mais je veux dire, quelqu'un qui aurait eu un autre jeu de compétences aurait fait autre chose. C'est là quelque chose d'assez intéressant, peut-être pas l'objet principal ici, mais qui est, d'avoir eu, la possibilité de faire de la diplomatie numérique. C'est-à-dire le Quai d'Orsay, sans une compétence numérique, aurait probablement abouti à la conclusion de, ben, on va faire un forum international, pour la discussion autour de comment on fait voilà, enfin, il y en a plein des systèmes, de régulation, et d'échanges pour, mettre plus de contraintes. Ça marche aussi, mais c'est un autre angle d'action qu'on a choisi et qui est celui de mobiliser la technique. Mais voilà, comme je l'ai raconté, il n'y a pas de fantasme que la donnée brute va changer quoi que ce soit. En revanche, la donnée comme moyen d'activation d'un écosystème et comme moyen de fédération pour consolider de l'influence, ça effectivement, c'est nouveau et c'est ça finalement l'intention de diplomatie numérique. Donc voilà, donc c'était vraiment, global et d'ailleurs dans nos études de cas, on le voit, on a eu des cas, très intéressants où on a été sollicité directement par le législateur américain et ça pour nous ça a été une des marques, d'impact principales puisque tant qu'il s'agit, en premier lieu, d'entreprises américaines, quand on veut les influencer ou limiter leur impact, on peut essayer d'émettre, des obligations, légales sur notre sol, mais bon, c'est toujours assez secondaire. On voit bien que là, récemment, Elon Musk a été, convoqué, pour nous expliquer, comment exactement il justifiait l'idée de mettre à disposition, librement, des robots, qui peuvent déshabiller les gens sans leur consentement. Bon, il a juste pas daigné venir jusqu'à Paris. Donc effectivement, si on est en capacité de nourrir le débat et peut-être même d'encourager le législateur américain à augmenter les protections, on a un effet qui est très important et qui est mondial. Ça m'amène à la question de savoir dans quel pays Open Terms Archive est plus actif que dans d'autres pays. Sydney, est-ce qu'on a des grandes zones? Je comprends qu'il y a l'Europe parce qu'a priori c'est de là que c'est parti, quoi. Et là, on parlait des États-Unis. Qu'est-ce qu'on sait des endroits où Open Terms Archive est utilisé dans le monde? Pour expliquer un peu l'organisation d'Open Terms Archive, on a donc les documents qui sont suivis sont organisés par collection. Chaque collection est gérée et maintenue par un partenaire. Et on a des collections fédérées, donc ça veut dire qu'ils répondent à un certain nombre de critères qui nous permettent de les publier sur notre site, d'avoir une visibilité sur ce qui est fait avec ces collections, qui les maintient, etc. Par contre, comme c'est un logiciel libre, il pourrait y avoir d'autres utilisations dont on n'est pas forcément au courant. Donc, au sein de la communauté donc active de collections fédérées, Open Terms Archive est utilisé donc principalement en France, en Allemagne. On a aussi une collection qui est maintenue par un groupe de bénévoles au Kenya, en Suisse et en Suède. Donc, Suisse et Suède aussi, ce sont des bénévoles qui ont créé et qui maintiennent des collections. Donc ça, c'est les localisations principales des contributeurs.
et contributrices. Par contre, on a des documents qui sont suivis sur d'autres juridictions où on n'a pas forcément de contributeurs ou contributrices sur place, mais où on a des collections qui suivent les documents, notamment entre les États-Unis, le Canada, l'Irlande, donc qui représente la juridiction Europe, l'Australie et le Royaume-Uni. Est-ce que tu peux donner un exemple de ce que c'est qu'une collection? Oui, donc une collection, ça va regrouper un nombre défini de services. C'est les plateformes, donc Instagram, Meta, X par exemple, sont des services, et des documents contractuels. Donc pour créer une collection, il faut identifier ces paramètres en amont. Donc il y a toute une phase de construction de la collection. On va identifier quels sont les services qu'on veut suivre. Donc souvent c'est par thématique. On a des collections qui suivent par exemple les fournisseurs de modèles d'IA générative. On a des collections qui vont suivre plutôt les VLOPs, donc les Very Large Online Platforms, les grandes plateformes numériques, ou ça peut être sur une juridiction avec moins de spécificité sur la thématique. La plupart du temps, les collections sont quand même thématiques dans l'ensemble. Et ensuite, on va définir également quel type de document on veut suivre. Donc, un service a toute une collection de documents contractuels. Et du coup, en fonction de ce qu'on veut observer, si on fait de la recherche, par exemple, on va sélectionner spécifiquement quel type de document on veut suivre dans ces différents services. Un autre point important, en plus de ce qu'a indiqué Sidney sur la collection, c'est, qu'elle vise, donc une juridiction et souvent une langue spécifique. Ce qu'on a découvert, c'est que, finalement, un service peut proposer des conditions contractuelles, différentes d'un pays à l'autre. Donc ça, généralement, on le voit qu'on peut changer, mais ils vont pas toujours l'indiquer. C'est-à-dire que selon, la localisation géographique de l'ordinateur qui va consulter la page, on va nous proposer un contenu différent. Ce, alors même que le service va prétendre qu'il s'agit du même. Un exemple classique qu'on a découvert, c'est le cas de Meta, qui prétend avoir un jeu de conditions pour l'Amérique du Nord, un jeu de conditions pour la zone Union européenne et un jeu pour le reste du monde. Alors effectivement, d'après leur site, on peut sélectionner entre les trois et naviguer, puis voir ça dans plein de langues différentes. Sauf que ce qu'on constate avec Open Terms Archive, c'est que la collecte, si les sondes, c'est-à-dire si vraiment on est présent sur des ordinateurs qui sont physiquement localisés dans d'autres pays, on a des petites variantes. Et ça, à détecter sans un outil comme Open Terms Archive, c'est absolument impossible, parce qu'il s'agit d'une phrase qui va changer au milieu du texte. Donc par exemple, découvrir que dans un pays d'Afrique, on va avoir Facebook qui va s'autoriser à donner les noms des personnes qui donnent des informations erronées sur le résultat des élections, par exemple, ce genre de choses. Et qui effectivement posent d'énormes questions, mais qui, d'un point de vue extérieur, si on se contente de naviguer dans les options qui nous sont proposées par Meta, n'existent pas. Et donc il faut vraiment poser ces sondes à différents endroits. Donc c'est pour ça qu'une collection, comme l'indiquait Sidney, c'est un thème qui va réunir des acteurs, des services d'une certaine industrie. C'est un ensemble de types de documents contractuels. Par exemple, si on se focalisait sur les déclarations de confidentialité, c'est pas tout à fait la même chose que si on veut se focaliser sur les conditions générales de vente, parce qu'on est peut-être intéressé par des sujets différents. Mais c'est aussi une juridiction spécifique. Donc, c'est les conditions générales de vente des principales places de marché en France, ou bien en Allemagne, ou bien aux États-Unis, et c'est pas forcément les mêmes documents, alors que ça va être les mêmes services et les mêmes types de documents. Ouais, là-dessus, je mettrais 2 conférences dont je me suis servi pour préparer cette intervention. Dans une des conférences, Sydney, je crois que c'était toi qui expliquais qu'il y avait typiquement je sais plus pour quel service, en Amérique du Sud, en gros, ils avaient découpé le truc avec, je crois, le Mexique et puis il y avait 2 pays qui avaient des juridictions un peu plus avancées que les autres en termes de protection des données et donc en fait, en gros, il y avait des conditions générales qui étaient différentes en fonction de l'avancement, on va dire, du législateur, là-dessus. Et moi, ce que je voulais savoir, c'était, si vous pouviez donner pour les auditrices et les auditeurs des exemples concrets de ce qu'on voit avec Open Terms Archive, en plus de ce que vous avez déjà cité tous les deux. Oui, en effet, cet exemple, donc, ce n'est pas une observation qu'on a fait chez Open Terms Archive parce qu'on n'a pas encore de collection en Amérique du Sud. On aimerait bien pouvoir tester cette hypothèse, justement. Mais en fait, c'est des partenaires avec qui on a échangé qui nous ont expliqué cette différence où, en effet, Mexique, qui est l'Amérique du Nord, et le Brésil,
sont deux pays avec une réglementation et une force d'influence sur les plateformes qui est plus importante. Et donc, les plateformes se soumettent plutôt à ces juridictions-là, mais les plateformes vont rédiger des documents contractuels qui répondent à ces réglementations et ils vont les appliquer sur l'ensemble des pays de l'Amérique du Sud, enfin de l'ensemble des pays hispanophones. Par exemple, les règles sont basées sur la réglementation mexicaine. Et il y a le Brésil aussi qui influence du coup la mise en place des règles par les plateformes. Mais voilà, ça c'est quelque chose qu'on a appris dans les échanges avec d'autres acteurs sur le territoire sud-américain, mais on n'a pas encore eu la chance de valider l'hypothèse avec Open Terms Archive. Mathie? Ouais, pour saisir la perche que tu nous tends, et merci. Bah, déjà, je dis aux auditrices et aux auditeurs qu'on a pas mal d'exemples d'études de cas sur notre site, notamment dans la section mémo, où vous trouverez un certain nombre d'analyses qui sont faites sur la base des données brutes qu'on produit, parce qu'évidemment, juste relire des diffs, des changements, c'est pas le plus excitant. Donc, à certains endroits, on l'a fait pour vous. Peut-être pour en donner 2-3 exemples. Proton Mail, par exemple, qui est une boîte qui indique fournir un service anonyme et sécurisé, bon, qui a eu un petit peu de controverse ces derniers temps, et en fait assez familier des controverses, et notamment une des premières qui est apparue en France dès 2021 avec la mise à disposition, enfin la transmission de données concernant des activistes sur le climat à la police française, qui avait été très surpris de découvrir que finalement les informations provenaient de Proton. Et quand le scandale a éclaté, Proton s'est défendu en disant mais en même temps, voilà, on n'y peut rien, c'est la loi suisse qui nous l'a imposé. Vous comprenez bien que même si on est basé en Suisse, si on a un ordre légal, on va quand même devoir le suivre. Et puis d'ailleurs, c'est indiqué dans nos CGU. Oui, c'était vrai, sauf que ce qu'on a pu voir avec Open Terms Archive, c'est que ça avait été rajouté dans les CGU 12 à 24 heures avant le communiqué de presse, et que en fait, c'était pas le cas au moment où les gens avaient signé. Donc ça, c'est un exemple où, a posteriori, on peut quand même rééquilibrer un peu le message, et potentiellement, alors, en l'occurrence, il n'y avait pas je dirais, de plainte, donc ça ne va pas servir à un processus juridique, mais c'est un exemple. Un exemple d'utilisation dans de la réaction rapide, ça a été le cas, par exemple, lors d'une collaboration qu'on a eue avec l'UFC Que Choisir, donc la plus grande association de protection des consommateurs en France, qui nous a permis d'avoir, par exemple, le directeur des affaires juridiques de l'UFC qui envoie un petit mail à une grande plateforme de marché en ligne française lorsque elle décide de changer sans prévenir et sans l'indiquer ses conditions de livraison. La détection est faite par Open Terms Archive, puisque s'il n'y avait pas cet outil, finalement, il faudrait que quelqu'un recharge la page tous les 2 jours et relise l'intégralité des 60 pages. Donc évidemment, personne ne va le faire. Grâce à Open Terms Archive, on inverse le système. L'UFC Que Choisir reçoit une notification qui lui dit tiens, il y a eu tel changement, ça vaut peut-être le coup d'aller voir. On va voir et on voit qu'il y a juste les 3 lignes qui ont changé, qui sont mises en avant. Et donc, le directeur des affaires juridiques peut envoyer un mail en disant je suis très surpris de ce changement. On n'est pas tout à fait sûr que ça soit légal. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer? Donc, du coup, sous 48 heures, finalement, il y a correction sans avoir de réponse qui est apportée, mais on enregistre que le changement est annulé. Donc ça, c'est un autre cas d'usage. Et vous voyez bien là encore que je retombe sur quelque chose où l'utilisateur lambda, il peut pas faire grand-chose face à ça. Mais quand on est en partenariat avec, dans le premier cas, comme je l'indiquais pour Proton, avec des acteurs de la presse, ou ici avec des acteurs de la protection des consommateurs, on peut avoir un effet assez direct. Mais après, on peut aussi s'en servir effectivement pour des ajustements de comportement individuels ou organisationnels. Par exemple, on détecte que Mistral, donc la pépite de l'IA française, effectue un changement l'an dernier qui contient 2 gros blocs finalement. Un premier où il met à jour la liste de ses processeurs de données en indiquant qu'il va aussi y avoir Google basé aux États-Unis, et donc il y a pour la première fois du transfert de données hors États-Unis. Et dans le même changement, il retire également leur engagement à vous notifier s'il modifie la liste des processeurs de données. Donc jusque-là, vous pensiez qu'ils vous préviendraient si c'est le cas. Mais en fait, ils s'exonèrent de l'obligation et en même temps, ils le font. Et ils le font, on comprend bien pourquoi ils s'exonèrent à cet endroit-là, puisque pour la première fois, ils rajoutent du traitement hors Union européenne. Donc, c'est pas très très loyal, quoi, disons. Donc, on est content de pouvoir détecter ce genre de choses. Voilà des cas très concrets de ce qu'on peut faire avec cet outil. Je mettrai dans la transcription un lien vers une vidéo d'une personne dont j'ai oublié le nom, qui est une audition à l'Assemblée nationale dans la commission d'enquête sur les vulnérabilités du système systématique dans le secteur numérique. Une personne du Brésil qui explique hyper bien comment ils ont réussi à faire interdire X, etc. C'est hyper intéressant.
Ça parle un peu du sujet d'une manière différente, mais c'est vraiment très, très intéressant à écouter sur le sujet. Sidney, je te redonne la parole. Il y a peut-être d'autres exemples ou d'autres choses que tu voulais rajouter. Je voulais aussi donner un autre contre-exemple un peu d'utilisation finalement par les utilisateurs finaux. Et c'est un exemple dont j'ai parlé justement à l'événement le 20 janvier. Donc l'année dernière, on a observé en fait une tendance des plateformes à interdire des publicités politiques. Et on a vu que ça se mettait en place en fait donc dans les mois qui précédaient la prise d'effet d'une nouvelle réglementation européenne liée à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, donc dite TTPA. Open Times Archive a donc publié un petit rapport sur ces comportements observés chez les plateformes, dont LinkedIn. Et une de nos contributrices, elle a pu par la suite, du coup, signaler des publicités politiques qu'elle a vues dans son feed LinkedIn après, du coup, ce changement des politiques de LinkedIn. Et elle a réussi à faire retirer 25 publicités politiques qui, du coup, étaient désormais interdites selon la nouvelle version du contrat de LinkedIn. Alors, c'est un exemple donc de réaction par une utilisatrice finale grâce à une observation qu'on a pu faire avec Open Times Archive, mais c'est aussi une observation qui pour nous était très intéressante aussi parce que en fait cette réglementation européenne n'interdit pas les publicités politiques sur les plateformes. Et donc on a vu un exemple où les plateformes, on imagine, ont estimé le coût de se conformer vraiment à la réglementation d'être supérieur au coût d'interdire totalement ces publicités politiques, enfin ce type de contenu sur leur site. Et du coup, c'est un exemple assez intéressant en comportement des plateformes. Quand on met face à face la réglementation et l'impact que ça peut avoir sur le comportement des plateformes, on voit que du coup, il y a un impact qui n'était pas forcément celui prévu par cette réglementation. Mathie, tu voulais rajouter quelque chose? Pour moi, cette idée d'étude d'impact qui est rendue possible par l'observation est très importante. Dans le cadre de la réglementation, il y a quand même souvent cette obligation, en tout cas cette attente, qui est une forme d'objectivation de l'effet. Et typiquement, ici, dans le cadre donc, d'obligation de transparence sur les publicités politiques, ce qui est demandé par la réglementation européenne, c'est si vous publiez des publicités politiques, il faut savoir exactement qui a payé, à combien de gens ça a été rendu visible, qui l'a demandé, etc. Effectivement, des choses qui me semblent assez basiques. C'est important de savoir si, si c'est un oligarque du pétrole qui paye pour un truc ou si c'est effectivement quelqu'un qui vit dans mon pays, quoi. Donc ça se défend plutôt bien. Et si on se contente de regarder les effets directs et qu'on fait une étude d'impact classique, on va dire oh bah ouais, il y a quand même pas beaucoup de publicités qui aujourd'hui répondent à ces critères de transparence, donc ça sert à rien. Et finalement, grâce à Open Times Archive, ce qu'on voit, c'est que si, il y a un effet, et un effet, c'est juste qu'il y a beaucoup moins de publicités politiques qui sont disponibles et qui sont publiées, ce dont, à titre personnel, je me réjouis fortement, puisque pour avoir étudié les possibilités de manipulation de l'information, c'est un vecteur très important, et qu'en plus, en France, par exemple, c'est simplement illégal dans beaucoup de cas. Donc moi, je me réjouis que ce marché soit fermé, mais je pense que ça ne serait pas rentré dans le cadre d'une étude d'impact classique, puisque c'est un effet de bord. Je considère qu'effectivement, si on augmente suffisamment les coûts de nettoyage pour les pollueurs et que le résultat, c'est qu'il n'y a plus de pollution, bah, ça a un effet très très positif et qui devrait être inclus dans l'étude d'impact, plutôt que de juste mesurer combien de fois les pollueurs ont payé pour nettoyer. Je voudrais qu'on vienne 2 secondes sur quelque chose que j'ai pas demandé. Tout à l'heure, tu as parlé de diplomatie numérique. On a parlé de la genèse d'Open Terms Archive. Donc, c'est incubé à l'intérieur du ministère des Affaires étrangères. Donc, quelle est sa forme juridique actuelle? Est-ce qu'on considère que c'est un service public? En effet, Open Times Archive était incubé au sein du ministère des Affaires étrangères français jusqu'en janvier 2026. Donc, en janvier de cette année, on a terminé notre période d'incubation et on est parti de ce cadre institutionnel. Et aujourd'hui, on est en train de justement travailler sur cette question de structuration juridique. Quelle forme va prendre le commun numérique? Quelle forme vont prendre les services qu'on propose aux partenaires? Et du coup, c'est un grand sujet aujourd'hui au sein de l'équipe. Et donc, pour l'instant, on travaille en collectif informel, mais dans les prochains mois, on aura une structuration plus définie formellement
sous la forme donc d'une association sûrement et puis un groupement. Ouais, je vais te passer la parole, mais juste avant, l'équipe, elle est composée de combien de personnes? À l'heure actuelle, il y a combien de personnes qui travaillent autour de ça? Donc aujourd'hui, donc l'équipe est composée donc de Mathie, moi-même et 2 développeurs, donc Raymond Biron et Nicolas Dupont. On a aussi un animateur de communauté, qui s'appelle Clifford Umwa, qui est notre, animateur de communauté, au Kenya. Sur l'année, passée, on a travaillé aussi avec une équipe d'analystes sur un projet, en partenariat avec l'organisation, Reset sur, justement le suivi des conditions, dans des juridictions, anglophones. Et puis, on a toute une communauté de contributeurs et contributrices qui est composée de nos partenaires et qui font vivre le comment. On reviendra tout à l'heure sur la partie communauté. J'ai pas mal de questions autour de ça. Je te rends la parole, Mathis, sur la question de la structuration. Donc, je voulais juste répondre vraiment explicitement à ta question. Non, Open Terms Archive n'est pas un service public. Pour moi, c'est important de le clarifier. Effectivement, comme Sydney l'a indiqué, la période d'incubation est arrivée à son terme. Et je dirais même précédemment, finalement, l'intention a toujours été de construire un commun numérique. Et donc, le mécanisme d'incubation au sein d'un ministère ne crée pas un cadre de mission de service public. Voilà. Donc, non, ce n'est pas un service public, ce qui veut aussi dire qu'il n'y a pas forcément les obligations et les droits et devoirs qui viennent avec un tel dispositif. Aujourd'hui, Open Terms Archive est à l'extérieur de l'État. Et même s'il y a des acteurs étatiques qui continuent à s'en servir et qu'on espère bien continuer à augmenter ce nombre de partenariats et d'usages, ce n'est pas un service public numérique. Ok, merci. Pour les auditrices et les auditeurs qui veulent en savoir plus, on a fait 2 autres interviews sur des startups d'État. Je vous invite à aller écouter l'épisode sur le point d'accès national de données de transport et sur le registre national du bâtiment. Voilà, je referme la parenthèse. Ok, très bien, intéressant. Alors attends, parce que là quand même, il y a un truc, tout à l'heure tu as parlé, je reviens là-dessus, tu as parlé de la diplomatie numérique et on a parlé du fait que le gouvernement américain, il s'appuie sur Open Terms Archive. Comment le gouvernement américain, il entend parler d'Open Terms Archive? Est-ce que c'est vous qui avez d'une manière ou d'une autre eu des contacts, qui leur avez présenté? Est-ce que c'est au niveau de la diplomatie française que c'est mis en avant? En fait, ça m'intéresse de comprendre comment ils arrivent à entendre parler de cette initiative française. Rien d'accord, ce n'est pas le gouvernement américain, c'est un parlementaire, enfin une parlementaire en l'occurrence, dans le cadre d'une initiative multipartisane, enfin bipartisane aux États-Unis, puisque multi égale 2 là-bas, qui s'appelle the TLDR Act, très bel acronyme sur Too Long Didn't Read, mais en l'occurrence, l'objectif c'est de rendre obligatoire pour les fournisseurs de services en ligne de fournir une version claire et lisible par les humains et par les machines de leurs conditions générales d'utilisation. Et donc, ils en entendent parler à travers finalement nos partenaires et ils nous apportent plutôt sous un angle technique. Et c'est à cet endroit-là que pour moi, c'est une des victoires de la diplomatie numérique. Puisque justement, non, il ne s'agit pas d'une approche institutionnelle classique, parce que franchement, jamais un acteur, une émanation d'un État étranger pourrait aller faire du lobbying auprès d'un parlementaire américain. Et je veux dire, d'une certaine manière, tant mieux, ce serait à la limite de l'ingérence. En revanche, que l'État français incube la création d'expertise tout en laissant une communauté s'en emparer, sans donner des ordres directs, mais en disant, voilà, on a l'impression que ce sujet est important et en tant qu'acteur public, on a intérêt à ce qu'une telle communauté émerge, donc on la soutient financièrement et par de la visibilité, etc., fait qu'on crée une zone d'expertise et de connaissance qui n'est pas directement, qui ne relève pas directement de l'État, mais qui du coup peut être sollicitée par des tiers. Et donc, on va renforcer la capacité des acteurs qui sont alignés sur cette intention de changement à d'autres endroits. Là, typiquement, pour les parlementaires américains. Donc, je veux dire, ils auraient dans tous les cas présenté leur initiative. C'est à ce moment-là qu'on ne fait pas d'ingérence. En revanche, on va permettre de renforcer la crédibilité de leurs propositions, puisque quand ils vont présenter le projet de loi au Congrès, c'est pas une idée en l'air. En fait, on est capable de dire oui, c'est possible de collecter, de comparer, de simplifier les conditions générales d'utilisation. D'ailleurs, voilà, une base de données existe déjà, voilà l'écosystème, voilà ce que ça a permis quand les conditions générales d'utilisation sont rendues plus lisibles et sont analysées. Donc c'est à cet endroit-là finalement qu'il y a effectivement une victoire de la diplomatie numérique, mais qui est vraiment une forme à part entière de diplomatie et non pas seulement une diplomatie classique qui serait outillée par du numérique. Je reviens encore une fois sur l'analyse des conditions générales d'utilisation. Est-ce que le fait d'avoir des analyses sur les mêmes conditions générales, mais dans des zones différentes, vous apprend des choses en les regardant et les comparant? Est-ce que ça vous apprend des choses sur la manière dont ces plateformes fonctionnent et les différences qu'elles peuvent apporter d'un territoire à un autre? Je sais pas, Sidney, est-ce que tu veux...
C'était un projet qu'on a mené depuis septembre 2025. Et c'est quelque chose qu'on avait envie de faire depuis longtemps, donc on était ravis d'avoir l'opportunité de le mettre en place. Et il faut dire qu'on était au début du projet, on n'était pas sûr que dans les 6 mois de projet qu'on avait, d'observation, pardon, qu'on allait arriver vraiment à avoir des observations pertinentes. Et en fait, si, même sur une période courte, on a quand même vu des choses assez intéressantes. Donc, on a pu observer, par exemple, on va dire la réaction des plateformes, la mise en place de réglementations assez strictes sur la juridiction australienne par rapport à la protection de l'enfance. Donc, ce sujet est aujourd'hui un sujet courant dans le débat européen, mais on a vu du coup des vraies actions prises sur la juridiction australienne avant que ça soit un peu la tendance qu'on voit aujourd'hui en Europe. Donc déjà, rien que de voir un peu les différences dans les sujets qui sont mis sur la table dans différentes juridictions, pour nous, c'est super intéressant. Du coup, avoir les différentes juridictions, ça nous permet de voir ça. On a pu voir aussi des différences dans le détail donné au niveau des conditions générales d'utilisation entre ces juridictions et selon la réglementation. Donc, par exemple, aux États-Unis, il y a une réglementation qui est assez faible. L'exemple que j'ai en tête, c'est sur les conditions, les politiques de confidentialité, où du coup, ce qui est fait des données des utilisateurs et utilisatrices est assez peu détaillé dans la version américaine de ce document. Par contre, dans la version européenne, on va retrouver déjà un niveau de détail beaucoup plus élevé. Et on a pu voir qu'au Royaume-Uni, où il y a des spécifications supplémentaires, on a encore plus d'informations dans ces documents. Donc, celui-ci est aussi un exemple de l'importance de cette comparaison multijuridictionnelle qui nous permet de comprendre, ou en tout cas d'observer l'impact sur le comportement des plateformes que peut avoir la réglementation. Si je reviens 5 minutes pour finir sur le sujet de la gouvernance, donc là, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que ces collections, elles sont gérées de manière décentralisée. Mais vous, en tant qu'équipe de Open Terms Archive, est-ce que vous êtes responsable de certaines collections et c'est vous qui les gérez? Ou est-ce que c'est dans tous les cas des communautés qui vont s'emparer de ça en fonction de leurs intérêts? En effet, quand une collection est gérée par un partenaire et que la collection est fédérée, donc visible sur notre site, ça veut dire que le partenaire a mis en place une gouvernance de la collection qui garantit la qualité des données, enfin que ça va durer dans le temps, qu'il y ait vraiment un système en place pour continuer la maintenance de cette collection. Nous, en tant qu'équipe, on a pu démarrer des collections par des initiatives personnelles, par exemple, ou on peut avoir des partenariats aussi qui financent la création et le suivi et la maintenance des collections. Donc notamment toute cette phase de 6 mois d'observation des documents sur 5 juridictions différentes. Ça, c'est des collections que nous, on a créées et qu'on a maintenues au sein de l'équipe Open Terms Archive grâce du coup à un partenariat avec une ONG qui a financé ce travail. Aujourd'hui, ces collections ne sont pas fédérées sur le site parce que on ne sait pas aujourd'hui quelle sera notre capacité à les maintenir à long terme. Donc, les bases de données sont disponibles sur GitHub, mais sur le site vitrine d'Open Terms Archive, on ne les retrouve pas pour l'instant. En tout cas. De quelle manière les particuliers peuvent contribuer à des collections? Est-ce qu'ils peuvent, par exemple, rajouter des nouveaux services pour lesquels on veut suivre les conditions générales? Est-ce qu'ils peuvent suivre? Qu'est-ce qu'un particulier il peut faire? Oui, donc on a 2 collections contributives. Donc il y a une collection qui s'appelle Contrib. Du coup, en particulier, enfin n'importe qui peut proposer des nouveaux termes à suivre au sein de cette collection. Et pour ce faire, on a un petit outil de contribution qui est un peu artisanal pour l'instant, mais on aimerait bien pouvoir l'améliorer à l'avenir. Mais en tout cas, ça permet de copier-coller une adresse URL et proposer donc des nouveaux termes à suivre. Après, si on a un peu des compétences techniques, on peut écrire directement sa déclaration et le soumettre via GitHub. Et on a aussi une collection GenIA Contrib, du coup, qui est une collection contributive pour suivre les termes des modèles d'IA, enfin des services d'IA générative. Donc ça, c'est le même concept. En particulier, il peut proposer un service souhaité. Et cette collection-là est maintenue par un particulier qui est bénévole, un contributeur bénévole sur le projet. De manière générale, cette question de à quelle collection je peux contribuer,
Comme l'indiquait Sydney, dans la mesure où c'est décentralisé, finalement, ça dépend des règles de contribution de chaque collection. Par exemple, on a un partenariat avec un consortium d'universités allemandes. À cet endroit-là, les données sont utilisées dans des objectifs de recherche et donc ils sont pas vraiment ouverts à la contribution tierce parce que c'est du travail de maintenance et donc bon voilà, moi je peux trouver que ce serait hyper important de suivre les conditions d'utilisation de Darty. Eux, c'est pas vraiment leur problème à ce moment-là. Donc, ils sont pas ouverts à la contribution tierce, mais les données sont publiques. Et inversement, effectivement, comme l'a indiqué Sydney, il y a des collections qui sont, elles, spécifiquement conçues pour être contributives, mais ça veut aussi dire que la maintenance, elle est plutôt bénévole et donc incertaine. Donc, on va avoir une contribution et puis il peut s'écouler entre 1 jour et 20 jours avant que quelqu'un s'occupe de les récupérer et de les valider. Voilà. Donc contribuer, là, on s'est focalisé finalement sur le suivi de documents supplémentaires, mais il y a beaucoup d'autres manières de contribuer à Open Terms Archive. En premier lieu, donner sens aux données qui sont déjà présentes, puisque collecter la donnée, c'est bien, mais comme on l'indiquait, ce n'est que la première étape. Si l'objectif c'est d'avoir de l'influence, de permettre la réaction, générer du diff, c'est pas tout à fait suffisant. C'est mieux, mais pour qu'il y ait une réaction, il faut que ce soit l'analyse résultante qui soit mise sous les yeux des bonnes personnes. Finalement, même sans compétences techniques, on peut tout à fait s'abonner au flux de nouveautés par un flux RSS ou par d'autres moyens, des changements qui sont détectés par des collections Open Terms Archive et rédiger un petit rédactionnel, un petit mémo. On a des guides de rédaction là-dessus, par exemple. Si on travaille au sein d'une organisation qui fait du plaidoyer, par exemple, ça peut être tout à fait pertinent de s'abonner aux changements et de s'en servir pour informer en interne. Finalement, là aussi, c'est une forme d'usage. Et puis diffuser, aider à soutenir la visibilité du produit, évidemment, reste toujours utile pour renforcer les campagnes qui sont faites. Sydney donnait tout à l'heure l'exemple, par exemple, d'une contributrice importante, Marie-Pierre Vidonne, qui a à de nombreuses reprises contribué des sujets largement au-delà de la technique. Le fait d'actionner qu'on détecte en allant dire à LinkedIn, mais attendez, je comprends pas, vous avez changé vos conditions générales d'utilisation hier, que les publicités politiques sont interdites, pourtant j'en vois encore, en voici une sélection, et qu'elle fait du coup exécuter la loi, ça a tout autant, si ce n'est plus de valeur que de détecter le changement en premier lieu. Voilà, donc c'est vraiment, la contribution à l'amélioration de la qualité de l'espace informationnel, elle passe par bien d'autres moyens que simplement la collecte de données supplémentaires. Je dirais d'une certaine manière, techniquement, on serait en capacité d'augmenter massivement le nombre de documents suivis, que ça soit par de la contribution ou bien par des outils automatisés. Il y a une raison pour laquelle stratégiquement on a fait le choix de ne pas faire ça en masse. Je veux dire, moi, ça m'intéresse pas d'avoir de revendiquer 40 000 sites suivis. Oui, 40 000 sites suivis, mais où tout le monde s'en fout, ça sert à rien. On préfère en avoir seulement 1200, mais où il y a vraiment des gens qui sont intéressés. Voilà. Donc, la contribution, ça se fait effectivement par la collecte de données sur des sujets qui vous intéressent, mais ça se fait aussi par l'analyse des données existantes et par l'activation des droits qui vous sont conférés lorsqu'un changement est détecté. Avant de revenir et de reparler encore de la communauté, de la manière dont on contribue, il y a un sujet dont j'avais pas forcément conscience et que j'ai découvert en écoutant les conférences, c'est la normalisation des données. C'est-à-dire qu'on récupère plein de données de plein de sites différents, c'est écrit de la même manière différente, etc. C'est quoi le processus de normalisation des données pour arriver à quelque chose qui fait qu'on peut tranquillement, plus ou moins facilement analyser des données de différentes sources? Par où on passe en fait? Je sais pas lequel de deux veut expliquer. Donc oui, en effet, on va reprendre les documents qui ont leur forme originale qui est très variable. Ça peut être en PDF, ça peut être en texte directement sur une page d'un site internet, et on va normaliser cette forme en tout mettant en format Markdown, qui rend du coup les termes lisibles, les documents lisibles entre eux. C'est-à-dire que en fait, par exemple, on travaille, comme le disait Mathieu, avec pas mal de chercheurs, des personnes comme les chercheurs qui vont avoir besoin de lire beaucoup de ces documents d'affilée. On a appris qu'il y a une fatigue visuelle qui se met en place, du coup, à basculer entre des polices différentes, des formats de documents différents. Et donc, ce format Markdown, qui va comprendre aussi la consolidation multipage du document, ça leur permet d'éviter cette fatigue visuelle, d'avoir plus de lisibilité sur les documents. On va attribuer aussi des numéros de ligne sur les documents, ce qui permet de faciliter aussi la lecture des diffs
et comprendre exactement à quel endroit dans un document un changement a été effectué. C'est le processus, il est identique d'une collection à une autre? En fonction des collections, il y a des petites différences, il faut adapter? Ça, c'est le même processus d'une collection à l'autre. OK, et d'ailleurs, le fait d'aller, régulièrement récupérer, ces données-là, c'est fait de manière centralisée ou de ce que je comprends, potentiellement, c'est fait sur des ordinateurs qui sont dans certains lieux différents? Oui, du coup, chaque collection, en fait, est hébergée sur un serveur dédié. Comme l'expliquait Mathie tout à l'heure, en fait, nous, on a un enjeu d'avoir un serveur qui se trouve dans la même juridiction que la collection. Parce que, en fait, les services vont renvoyer souvent automatiquement aux documents de la juridiction du serveur qui va les chercher. Et du coup, chaque collection est hébergée par un serveur dédié qui se trouve par ailleurs dans la même juridiction que les documents qu'il va chercher. Mathie? Ouais, juste pour essayer de le dire avec des mots plus simples, parce que je dois être plus bête. Mais des fois, quand on veut suivre les documents en allemand en Allemagne, bah, si on fait ça depuis l'Espagne, même si on dit au service je veux avoir la version allemande, on n'est pas sûr qu'ils vont le faire. On peut jamais leur faire confiance. Ça, c'est un de nos principes de conception, c'est qu'on ne fait jamais confiance aux plateformes. On a eu trop d'exemples de cas où ils mentent, où il y a des abus. Et voilà, donc du coup, effectivement, un serveur, c'est ce que disait Sydney, un serveur, un ordinateur, mais donc qui est localisé géographiquement dans la zone ciblée. Mais ça a aussi un autre avantage, c'est que vu la quantité de documents qu'on va suivre, si on avait un seul ordinateur centralisé, on se ferait bloquer partout. Et donc là, finalement, on a beaucoup d'ordinateurs qui collectent peu de documents. Ça, c'est un autre avantage. Également, comme on l'a indiqué, il s'agit d'une initiative qui est décentralisée. Ça, c'est très important. Si on était les seuls à opérer un gros serveur, bah, finalement, il suffirait de nous mettre la pression à nous pour qu'on arrête bien pour qu'on falsifie les données. Et ça, bah, c'est techniquement impossible. Avec beaucoup de petits ordinateurs qui sont administrés par plein d'équipes différentes, c'est impossible de faire pression sur tout le monde en même temps. Et d'ailleurs, c'est une des explications pour lesquelles on est tout à fait à l'aise avec le fait qu'il y a parfois de la redondance. C'est-à-dire qu'il va y avoir le même document qui est suivi par différentes équipes dans différentes collections. Parce qu'un service est à la fois un média social majeur, mais également un VELOPS tel que désigné par la Commission européenne, mais également un grand opérateur français. Enfin voilà, finalement, on peut avoir les mêmes documents qui sont suivis dans 3 collections différentes, mais c'est très bien parce que, ben, si les 3 disent la même chose, tout va bien et s'il y en a un qui commence à enregistrer des trucs très bizarres, ben, on peut investiguer si c'est un problème technique ou bien si c'est un problème de corruption à un endroit donné. On considère que justement la fédération fait partie des modalités de sécurité de la donnée. Et les données qu'on retrouve sur GitHub, sous quelle licence elles sont? Qu'est-ce que vous avez choisi comme licence pour, justement ces documents? Et ben, de la même manière, puisque ça dépend des collections, c'est à chaque fois le producteur de données qui va choisir, la licence qu'il souhaite mettre sur les données qu'il produit. Nous, ce qu'on met à disposition, en tant qu'équipe Open Source Archive, c'est les moyens de la collecte, mais on ne prend pas la responsabilité de cette collecte de manière systématique. Donc à chaque fois, les opérateurs vont décider de la licence. Alors on en a une qu'on propose par défaut, qui est effectivement une licence, ODC BY, donc Open Database Commons, qui permet la réutilisation, le partage et l'adaptation entre partie d'un crédit qui est donné au mainteneur de la collection. Mais voilà, on n'a pas d'obligation ni de garantie qui est fournie sur les licences. En revanche, comme l'indiquait Sydney, pour être fédéré, donc pour être mis en avant sur le site d'Open Terms Archive et découvrable automatiquement via nos API, il faut répondre à un certain nombre de critères de qualité, dont le fait de publier les données sous une licence qui permet la réutilisation. On n'a pas vocation à interfacer et rendre découvrables des données dont on n'aurait pas le droit de se servir. Dernière question là-dessus avant de reposer quelques questions sur la communauté. Le code dont vous vous servez, 2 questions là-dessus, il est écrit en quoi? Et pareil, il est sous quelle licence? Et il est disponible sur GitHub aussi, je suppose? Donc c'est une stack technique qui est basée sur JavaScript, sur Node principalement, qui est sous licence EUPL, European Union Public License, qui globalement est une licence copyleft qui fournit des garanties et des obligations très similaires à celles de l'AGPL, qui est un peu plus connue. Mais le choix de l'EUPL est un choix politique important, puisque la famille de licences GPL s'appuie sur des notions de droit américain, la notion de copyright notamment. Voilà, pour les personnes qui l'ont déjà lu, il y a un peu de jargon.
qui en fait ne fait pas forcément sens dans le contexte européen où la notion de droit d'auteur est connexe, mais pas tout à fait équivalente à celle du copyright. Alors bien évidemment, les licences, ça reste du droit du contrat, et donc ce qui compte finalement, c'est les engagements qui sont pris, que ça soit opposable, et à la fin, si je vais voir le juge, qu'est-ce qu'il va décider. Mais on va grandement faciliter l'application de la licence en choisissant une licence EUPL, puisqu'elle est juridiquement opposable dans toutes les langues de l'Union européenne. Les traductions ne sont pas là pour faire joli en disant voilà, mais il n'y a que la version anglaise qui fait foi. Non, non. Tout a été négocié, argumenté, construit avec tous les États membres. Et donc, je peux avoir la version en roumain et aller me plaindre en Roumanie, et que le juge puisse trancher sur la base de ce qui lui est fourni et pas d'une traduction assermentée incertaine. Donc ça nous semble utile, et puis, bah, évidemment, il y a un enjeu, encore une fois, de diplomatie numérique, et de montrer que, il est possible de produire du logiciel, et en l'occurrence du logiciel libre, sans s'appuyer sur des couches juridiques américaines, mais qu'on est en capacité de créer notre propre cadre opérationnel. Ok, très intéressant. Je voudrais revenir 5 minutes sur la partie communauté. On a parlé donc des contributeurs individuels, on a parlé d'associations qui vont se servir de ces données. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est en fait la donnée brute, elle est là. Quels sont les profils des gens qui vont être capables de lire ça? C'est des juristes? Quels sont vraiment les profils des personnes les plus à même de comprendre ces données-là, quoi, et d'en tirer quelque chose? Bah, c'est une bonne question parce qu'en effet, avec enfin, on a plusieurs manières de présenter les données qu'on collecte avec Open Times Archive. Donc, comme le disait Mathie, on a différents cibles principaux, les régulateurs, législateurs, des journalistes. On a aussi, on travaille pas mal avec les chercheurs et les associations, notamment de protection des consommateurs. Et en fait, l'usage de la donnée va définir en quelque sorte comment les données sont consommées. Donc, par exemple, pour les journalistes, on va plutôt se servir des mémos ou des rapports donc qui sont sur la page des publications, qui ont déjà une couche d'analyse humaine en fait effectuée auprès des données. Donc, ça va déjà avoir un premier travail de vulgarisation de ce qui a été observé avec Open Times Archive et qui va permettre du coup plus facilement de réutiliser l'information rapidement, du coup dans le cadre de publications par exemple. Les chercheurs, par exemple, ils vont travailler beaucoup plus directement avec Open Times Archive. Donc, comme le disait Mathieu, on a une collection qui est maintenue par un institut de recherche en Allemagne, enfin un laboratoire pardon de recherche en Allemagne, universitaire, et donc ils vont maintenir la collection. Donc eux, ils vont travailler à partir des diffs, donc des changements spécifiques, mais aussi grâce à la base de données complète. Donc on peut aussi télécharger les données Open Times Archive pour avoir un traitement beaucoup plus poussé derrière. Donc en fait, la manière de consommer les données produites par Open Times Archive va beaucoup dépendre des compétences de la personne, mais aussi l'objectif final de l'utilisation de ces données. On a aussi, par exemple, l'exemple de l'association de protection des consommateurs UFC Que Choisir, avec qui on a travaillé pour avoir une collection leur permettant d'accéder aux versions historiques des documents, parce que justement, ils peuvent avoir des plaintes ou des procédures qui vont concerner le document à une date précise. Et donc, ils ont besoin d'accéder à la version à la date concernée et pas à la version la plus récente. Par exemple, chez UFC Que Choisir, c'est des juristes qui vont regarder ces documents, quoi. Oui. Ok. Mathie, tu voulais intervenir? Ouais, juste pour dire qu'effectivement, il y a aussi tout à fait des cas d'individus qui vont s'auto-organiser, et voilà, les cas qu'a décrit Ciné, c'est vraiment les cas, je dirais, les plus importants pour nous en termes d'influence. Mais pour un utilisateur final, il y a beaucoup d'autres possibilités. On a par exemple, en amont des élections législatives anticipées qui ont eu lieu en France, on a eu un petit collectif qui s'est créé d'une douzaine de personnes, et qui, en 2 semaines, a suivi les conditions d'utilisation des principaux services publics numériques français, en disant voilà, en fait, il faut qu'on ait une trace si jamais l'extrême droite passe au pouvoir, qu'on puisse voir ce qui est fait de nos données personnelles, et ainsi de suite. Et là, c'était finalement une urgence très particulière, et donc le cas d'usage de ces données-là, il est avant tout la création d'un historique, ou bien encore un collectif d'utilisateurs qui suit les conditions d'utilisation des applications de rencontres en ligne.
voilà, chacun finalement peut construire un cas d'usage qui est adapté à ses besoins et à son contexte. Si on parle maintenant du financement, donc le financement principal au départ, c'est le ministère des Affaires étrangères, de ce que je comprends. De quels autres financements vous avez bénéficié? On parlait de différents programmes, de partenariats, etc. Comment c'est financé actuellement, Open Terms Archive? Oui, donc aujourd'hui, on a, et même depuis avant la fin de la période d'incubation au sein du ministère, on a différents types de financeurs. Donc, le projet dont on a beaucoup parlé d'observation des documents dans 5 juridictions anglophones a été financé par une ONG américaine, donc une association euh, privée. On a aussi donc les chercheurs qui maintiennent leur collection, qui financent des améliorations de fonctionnalités qui leur sont utiles. Et on peut avoir aussi des contrats avec des agences publiques. Donc, par exemple, on a travaillé avec la délégation numérique de la santé, donc le ministère de la Santé, sur une collection qui suit les documents contractuels des services numériques qui sont référencés dans le catalogue de Mon Espace Santé. Et donc, voilà, aujourd'hui, on a plusieurs types de financement d'acteurs privés et publics. On a également bénéficié de plusieurs financements NGI, donc Next Generation Internet, un programme de financement de la Commission européenne, distribué principalement par la Fondation ANELNet, qui nous ont permis effectivement d'avoir de nombreuses améliorations sur le moteur lui-même. Après, je pense sur la question du financement, c'est toujours un peu complexe de répondre à cet aspect-là dans le cadre d'un commun numérique. Puisque quand on a des contributions de tiers sur le moteur, bon, comment on les valorise? C'est toujours la question de la valorisation du travail bénévole. Finalement, est-ce que je dois aller voir mes contributeurs, mes contributrices et leur demander combien ils sont payés par leur employeur à l'heure, et ils ont passé combien d'heures sur cette pull request? Donc c'est un peu délicat finalement. Nous, on est en capacité de mesurer les financements qui ont abondé le temps de l'équipe à proprement parler, mais tout le temps de travail supplémentaire qui est fourni par des tiers, celui-là, il est beaucoup plus difficile à valoriser. Donc effectivement, la majorité du financement est clairement provenu de l'État français à travers le programme d'incubation du ministère des Affaires étrangères, mais également à travers des fonds mutualisés, par exemple dans le cadre du fonds de relance Covid. Donc bon, là, c'est de l'argent européen qui est distribué par la France à travers France Relance. Donc je ne sais même pas dire de qui ça vient exactement à cet endroit-là. Et effectivement, moi, les philanthropies, la philanthropie américaine, en particulier Reset, qu'a mentionné Sydney, là aussi, c'est des moyens. Donc voilà, on a effectivement ça. Puis on a également eu quelques petites bourses, donc par exemple de GitHub ou encore de la Digital Public Goods Alliance. Voilà, donc des acteurs du monde des communs numériques et de l'open source qui soutiennent. Mais c'est clair que ces montants-là, finalement, ils permettent d'avoir quelques petites activités. Mais effectivement, la problématique du financement, elle est présente et elle est d'autant plus importante aujourd'hui qu'on est sorti de cette phase d'incubation. Pourquoi? D'abord parce que ce financement de la part de l'État, de la part d'un acteur public, nous apportait une forme de financement structurel, un financement qui n'était pas associé à la livraison d'une amélioration particulière. Et ce qui est absolument épuisant dans le cadre de la production de logiciels libres et dans le cadre de commandes numériques en particulier, c'est que on passe notre temps à courir derrière l'argent. Enfin, moi, aujourd'hui, je pense que j'ai 60 de mon temps qui est dédié à la recherche de fonds et de partenaires, alors que franchement, à la base, c'était pas vraiment ça mon truc dans la vie. J'ai envie de construire du logiciel qui a un impact social. Et aujourd'hui, je passe mon temps à chercher les sous pour qu'on puisse faire ça. C'est un peu dommage, et surtout, aujourd'hui, les financements qu'on a sont avant tout associés soit à de la fourniture de services, sur la base du logiciel, mais du coup, on est dans une forme d'exploitation du produit et non pas dans sa construction et dans son amélioration, ou sur du financement par le biais de bourses, donc notamment NGI par exemple, hein, dont on est extrêmement heureux aujourd'hui parce que c'est grâce à ça qu'il y a des améliorations qui sont faites sur le logiciel en premier lieu, mais on est toujours dans du projet et pas dans du structurel. C'est-à-dire qu'il faut toujours inventer quelque chose de nouveau à fournir, mais personne ne veut jamais payer pour la maintenance et les trucs chiants. Sauf qu'en fait, la maintenance et les trucs chiants, c'est quand même ça le poste de dépense principal. Et puis, à un moment donné, moi, je veux bien qu'on continue à inventer des nouveaux trucs incroyables, mais c'est déjà si on pouvait avoir une base stable qui continue à tourner, on serait très content. Pour les auditrices, auditeurs qui n'auraient pas, alors je sais pas comment c'est possible maintenant si vous suivez depuis longtemps, écoutez l'épisode sur NLNet, la fondation NLNet, je vous invite fortement à l'écouter, et en particulier justement cette problématique de financement de la maintenance, puisqu'on finance des fonctionnalités et pas de la maintenance, et c'est un vrai problème.
Avant qu'on arrive à la fin, j'aimerais que vous expliquiez un peu les défis. Qu'est-ce qui arrive? On a parlé donc là, on a parlé du défi de structuration, de faire une structure juridique, et cetera. Quels sont les défis qui vous attendent dans les mois, années à venir, concrètement, quoi? Siné, est-ce que tu veux commencer? Oui, et bah c'est ça dans les mois à venir, nos principaux défis, ça va être justement la création d'une forme juridique, la définition de la structure d'Open Terms Archive pour la suite de cette période d'incubation au sein du ministère. Ça va aussi être le financement, comme vient de l'expliquer Mathie. Aujourd'hui, du coup, on a des grands enjeux sur le financement structurel de l'activité. Et ça va aussi être, on a un enjeu de comment on définit notre positionnement au sein de l'écosystème. Aujourd'hui, on est fournisseur de données. On a eu un premier projet sur la production d'analyse, qui est quelque chose qu'on faisait avant, mais de manière beaucoup plus accessoire et selon les disponibilités de l'équipe. Alors que là, on a expérimenté vraiment travailler avec des analystes avec des compétences spécifiques sur une durée dédiée. Et ça nous a donné beaucoup d'idées aussi pour la suite. Donc, on a un grand travail de voir dans quel sens on développe tout ça. Avant qu'on se quitte, je vais vous laisser un mot de conclusion. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message aux auditrices et aux auditeurs de Projet Libre? Moi, je dirais peut-être que depuis que j'ai rejoint Open Terms Archive, j'ai beaucoup découvert la force du collectif. Enfin, c'est quelque chose que je connaissais d'avant, de mes expériences d'avant, mais dans le monde des commandes numériques et surtout des questions de gouvernance des plateformes et enfin voilà la démocratie numérique, c'est quelque chose de très fort. Et donc à travers Open Terms Archive, j'ai pu avoir connaissance de plein de collectifs super intéressants qui mettent en place vraiment du travail qui, je pense, pour la plupart du monde, reste un peu caché. Le monde du numérique, c'est un peu, enfin voilà, ça peut faire peur, c'est un peu technique, mais ces questions de droit numérique sont vraiment très très importants, enfin de plus en plus importantes aujourd'hui. Et c'est un secteur qui est vraiment à suivre et enfin, moi, je suis très heureuse d'être engagée euh, dans ce secteur aujourd'hui. Mathis, devais te laisser la parole pour le mot de la fin, mais il se trouve que la plateforme d'enregistrement a bien merdé aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois. Et donc, on va rester sur le mot de la fin de Sydney. Voilà. Et moi, il me reste à vous remercier tous les deux d'avoir pris du temps pour venir présenter Punter's Archive. Je suis très content parce que d'abord, j'ai découvert ça un peu par hasard au fil des conférences. J'étais pas extrêmement sensibilisé sur le sujet, je savais pas que ça existait. Autour de moi, quand j'en ai parlé, les gens connaissaient pas non plus. J'étais vachement intéressé par tout ça, donc merci beaucoup d'être venu. Pour les auditrices et les auditeurs, bah écoutez, pareil, je pense qu'il faut que vous parliez autour de vous, que vous allez regarder, peut-être contribuer si vous avez le temps ou des compétences, pourquoi pas regarder ça quoi. Donc bah écoutez, merci Sydney, merci beaucoup pour votre temps et puis à bientôt. Merci beaucoup. Vous avez écouté un épisode de Projet Libre, le podcast de linuxfr.org. La musique est composée par Clément Oudot, alias Captain, sous licence CC by SA, retrouvée sur kptn.org. Si vous avez aimé le podcast, vous pouvez en parler autour de vous et nous soutenir en suivant le lien dans la description de l'épisode.